Comprendre aujourd'hui pour inventer demain. Des électrons libres vous racontent leur chemin. Électrons libres by Ezeo. Tous les troisièmes dimanches du mois, à 19h, sur Radio Campus Angers 103 FM. Bonjour à toutes et à tous, on vous souhaite la bienvenue dans Électrons libres, le podcast qui explore les métiers du numérique à travers les voix de celles et ceux qui les vivent. Je suis Alexandre et voici Anne. On est très heureux de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un métier les plus passionnants qui existent, celui d'ingénieur. On sera avec Vincent, qui est lui-même ingénieur et docteur en automatique. Bonjour. Bonjour. Vincent, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Oui, ça marche. Donc, je m'appelle Vincent Tranchant et je suis enseignant à Ezeo, donc une école d'ingénieurs dans le numérique. Je suis moi-même ingénieur d'une école qui s'appelait NSEM, qui s'appelle maintenant Supmicrotech, donc ingénieur en microtechnique. J'ai également un master en mécatronique et un doctorat en automatique. Et dis-moi, pourquoi tu as choisi de faire des études d'ingénieur ? Alors, pourquoi j'ai choisi de faire des études d'ingénieur ? Pour répondre tout à fait honnêtement, à la base, c'est par hasard. Pourquoi ? C'est sur des critères un peu générationnels. À mon époque, donc moi j'ai passé mon bac en 2009. Les lycéens à l'époque, on avait une habitude cliché de diriger les bons élèves soit vers des études de médecine, soit vers des classes préparatoires. Et c'est une fois après avoir commencé à me dire bon, ok, d'accord, mon entourage, mes enseignants me conseillent la classe préparatoire, que j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ce que c'est ce métier d'ingénieur, et j'avais tendance à le mélanger, peut-être à tort, peut-être à raison, avec la notion d'inventeur en général. Moi, ce qui me plaisait, c'était la notion de création. Cette notion d'agencer, de trouver des nouvelles solutions à partir d'outils existants et de trouver des nouvelles façons de les agencer pour répondre à des problèmes. Ok, justement, maintenant que toi, t'es ingénieur, comment tu définirais le métier d'ingénieur à un lycéen ? Ou à une lycéenne ? Ou à une lycéenne ? Alors, déjà, il faut faire le distinguo, parce que être ingénieur, en fait, c'est un titre, à ne pas confondre aussi avec le métier d'ingénieur. On peut tout à fait être ingénieur. Donc moi, je suis ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais je n'exerce pas le métier d'ingénieur. Je suis enseignant. À l'inverse, on peut se voir confier des tâches d'ingénierie en entreprise sans pour autant avoir le titre d'ingénieur. Donc voilà, il y a deux choses un petit peu différentes. Ce qui différencie ces deux choses-là, c'est que bien sûr, celui qui a le titre d'ingénieur, donc il a un diplôme accrédité par la commission des titres d'ingénieur, c'est-à-dire que son école a garanti auprès de cette fameuse commission des titres d'ingénieur qui habilite une école à décerner le diplôme, va aller garantir que l'étudiant, donc l'ex-étudiant, nouvel ingénieur, a acquis un certain nombre de corpus de savoir-être, de savoir-faire qui lui permettent d'exercer ce métier d'ingénieur. Donc, j'ai pas répondu à ta question. Ce métier, en fait, un ingénieur, c'est quelqu'un qui va être en capacité, donc ça je l'ai dit, de trouver des solutions inédites en agençant des outils existants d'une manière novatrice. Mais c'est plus que ça. Un ingénieur, on parle souvent d'ingénieur généraliste même, un petit peu comme on parlerait d'un médecin généraliste. En fait, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui va être en capacité de comprendre la globalité d'une problématique. C'est-à-dire que face à une situation donnée, il va être capable de déployer des outils techniques pour y faire face, c'est vrai, mais également, alors potentiellement nouveaux, mais également d'aller regarder l'impact écologique, l'impact économique, les moyens humains nécessaires pour mettre en œuvre la solution, et aussi les changements que ça va apporter dans l'environnement dans lequel il est, que ce soit une entreprise ou d'autres écosystèmes. Donc cet ingénieur, il a cette vision globale, c'est ce qui va aller le distinguer un petit peu aussi d'un technicien, où le technicien va mettre en œuvre des outils de manière experte, mais ne va pas forcément avoir besoin de déployer des outils de gestion de projet, d'organisation avancée ou d'innovation assumée. Et c'est quoi les qualités indispensables, tu dirais,
pour être un bon ingénieur? Alors il y en a un paquet, là tu vois, je regarde un petit peu mon papier, parce que j'ai repris mes prises de notes, que ce que moi je dis à mes étudiants quand ils arrivent. C'est bien, quand on fait des études d'ingénieur et quand on est ingénieur, d'avoir justement cette espèce de corpus de qualité en tâche de fond, et d'essayer de les consulter de temps en temps aussi pour se remettre en question s'il y a besoin. Parce qu'un ingénieur, c'est déjà la première chose, c'est quelqu'un qui se remet en question régulièrement. Ok. C'est quelqu'un qui va continuer à se former tout au long de sa vie. Pour moi, il y a 3 piliers extrêmement importants qui construisent l'ingénieur. Il y a, bien entendu, la connaissance scientifique et technologique. Ça, c'est le premier pilier. C'est une grosse composante, non? C'est ce sur quoi on s'imagine le plus facilement que ça va être difficile à acquérir, que voilà, il y a du travail là-dessus. Et effectivement, quand on fait des études d'ingénieur, les matières qu'on suit, elles ont des noms de thématiques scientifiques. Typiquement? On va avoir des maths, on va avoir de la physique, on va avoir de l'informatique, on va avoir de C'est jamais l'électronique. que des maths, l'informatique, c'est mathématiques appliquées. Bien sûr, en fait, c'est des déclinaisons de toutes ces grandes thématiques-là. Alors, effectivement, Fais-nous rêver. là où, par exemple, là où j'enseigne, on va retrouver des cours d'application des mathématiques sur des thématiques d'urbanisme, avec des cours de smart grid. On va retrouver des cours d'intelligence artificielle appliquée à la santé. On va avoir du supply chain management dans des conditions d'industrie. Voilà, ce type d'éléments. Effectivement, quand on arrive dans des études d'ingénieur, on va commencer, c'est vrai, à avoir des cours qui s'appellent mathématiques, etc. Ouais, voilà, ouais. Et plus on va se spécialiser, plus on va avoir des choses proches d'une application réelle, et on va se rendre compte au fur et à mesure que, tiens, finalement, toutes ces choses que j'ai vues, des notions un petit peu abstraites, en fait, font sens petit à petit et vont me servir dans mon métier et dans la réalité de tous les jours. Ça, c'était le premier pilier, le côté scientifique. Et les 2 autres piliers sont d'importance équivalente à celui-ci, hein. C'est le deuxième, c'est l'organisation. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est avant tout capable d'organiser son propre travail, mais aussi d'entraîner une équipe et d'organiser le travail d'une équipe. Donc il y a du management. Pour toi, il y a une côté composante de management. management dans les savoir-faire, savoir-être à acquérir pour prétendre à être un ingénieur, oui. Une grande partie des ingénieurs vont, au cours de leur carrière, exercer des activités de management, que ce soit du middle management ou des responsabilités plus importantes. On pourra y revenir après si vous voulez. Parce qu'il y a le 3e pilier. Et ce 3e pilier, c'est ce qu'on appelle les humanités. C'est voilà, comment est-ce que finalement je vais aller coopérer avec quelqu'un, comment je vais aller faire passer une idée, comment je vais être un collègue au jour le jour qui va, pour aller dans le sens des projets qui me sont confiés, aller collaborer à la fois efficacement et humainement avec mes collaborateurs, mes clients, etc. Les langues, tu les mets dans les humanités? Oui. C'est de la communication, quoi. Oui. Savoir communiquer avec tes collègues, des collaborateurs, Bien des sûr. clients. Ouais. Et il y a un point particulier avec ce pilier-là. Parce que comme les 2 autres, en fait, je vous ai dit, un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit se former tout au long de sa vie, y compris sur cette chose-là. Parce que chaque relation humaine qu'on va avoir dans le cadre de la vie de tous les jours ou dans le cadre du travail va être unique. Là, on est sur de la confrontation de singularité et pas sur de la particularité. Et donc, à chaque fois qu'on va collaborer avec quelqu'un, il va y avoir un travail à faire. Et le piège dans lequel on pourrait être tenté de tomber, c'est de se dire « Ah, moi, non, ça va, je suis quelqu'un de sympathique, donc ça va bien se passer, j'ai pas à faire d'efforts. » À partir du moment où on se met à penser ça, quelque part, on est un petit peu dans l'erreur et on fait défaut à ce qu'on doit être en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire toujours chercher à se former, à se remettre en question. Et puis, bien sûr, il y a les côtés générationnels. Alors moi qui suis enseignant, je le vois un petit peu en avant-garde parce que les étudiants que j'ai face à moi, c'est les collaborateurs de demain. Mais on voit bien des décalages petit à petit de génération en génération qui demandent aussi à s'adapter sur ces choses-là. Et est-ce que tu penses que ces 3 piliers, tu les travailles autant à l'école
Ou est-ce qu'il y a des choses que tu vas plus apprendre à développer en expérience pro ou en dehors justement de tes études ou tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu embêté pour répondre à ta question parce que ça va dépendre de chaque étudiant. Naïvement, je serais quand même tenté de te répondre que oui, le côté scientifique et technique va demander plus de temps, plus d'efforts. Malgré tout, le côté organisationnel, c'est un prérequis. Si j'ai pas fait l'effort d'apprendre à m'organiser, de toute façon, je pourrais dépenser tous les efforts que je veux dans des matières scientifiques, ça rentrera pas ou de moins efficacement que ça ne le pourrait. Donc en fait, ils vont les uns avec les autres. Il y a dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, une grosse partie de l'enseignement se fait en mode projet parce qu'on apprend aussi à collaborer et à organiser un projet au fur et à mesure. C'est pour ça ma matière, elle va peut-être s'appeler mathématiques appliquées. Pour autant, ok, le fond de la science va être dans la dénomination même de la matière, mais on a toutes ces compétences, on appelle les compétences transverses parfois, qui vont se mettre en œuvre et que c'est fortement corrélé les progressions des unes aux autres. Les soft skills, c'est ça? Oui. C'est différent. Mais... C'est la même chose? Oui. Compétences transverses? Oui, on peut. Traduction. On a parlé de toi, Vincent. On a dit que tu étais toi-même ingénieur. Mais tu as poursuivi vers le doctorat, donc le doctorat en automatique. Pourquoi? Par opportunité. Ok. Tout bêtement. Donc j'étais étudiant en école d'ingénieur et puis j'ai fait ce que je conseille maintenant à chacun de mes étudiants. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait un stage en industrie et une fois avoir goûté à ça, ça m'avait bien plu. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de me fermer une porte dès maintenant. Je vais tester de faire un stage dans un laboratoire. Ok. Voilà, j'ai fait ce stage en laboratoire. J'ai beaucoup apprécié les gens avec qui j'ai collaboré. Il se trouve que ils avaient les financements pour un sujet de thèse. Je me suis dit tiens, je vais continuer de collaborer avec eux pendant 3 ans. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette thèse. Ça, c'est les motivations initiales. Maintenant, il y a aussi beaucoup de bonnes raisons de faire. Ça, c'était pas les bonnes raisons, mais il y a aussi beaucoup de bonnes raisons de vouloir faire un doctorat à l'issue de ces études à Bac+5. Je voudrais bien entendre le nom de ta thèse, le titre de ta thèse. Le titre de ma thèse. Alors, la thèse, je l'ai soutenue en 2017 et puis je m'y suis pas remis là-dedans depuis un moment. Ouais. Alors, il me semble que c'était discrétisation et commande de systèmes vibroacoustiques, une approche hamiltonienne à port. Tu as compris quelque chose? Oui, tout à fait. Ça me parle. Voilà. Alors, quand j'étais étudiant ingénieur, j'avais un enseignant-chercheur du coup qui disait si vous comprenez le titre du sujet de thèse pour lequel vous candidatez, C'est qu'il y a un problème. ne candidatez pas, c'est pas un bon sujet. Après, une fois que tu as fini ta thèse et ton doctorat, est-ce que tu as trouvé facilement ton premier poste? Oui, mais ça, en fait, je me suis cherché un petit peu. Pourquoi? Simplement pour des questions aussi pratico-pratiques. Donc j'ai fait ma thèse à Besançon et puis j'avais ma compagne sur place aussi que j'ai rencontrée pendant mon doctorat. C'est chouette. Et donc du coup, il a fallu faire un compromis entre ne pas trop s'éloigner et aussi aller répondre à certaines opportunités. Donc j'ai commencé par, pour gagner du temps un petit peu, pour me laisser le temps de la réflexion, par faire pendant 1 an attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc je suis resté dans le laboratoire dans lequel je travaillais pour donner des cours et terminer quelques publications. Et j'ai fait ça à mi-temps. Donc j'ai fait un ATR mi-temps. Et sur la deuxième moitié de mon mi-temps, j'ai démarré une expérience entrepreneuriale. Ok. Et voilà, donc j'avais une passion qui était le jeu de société, le jeu de figurines, et je voulais voir pour mettre un petit peu de technologie là-dedans. Et j'étais plutôt content de moi, j'avais réussi à monter un prototype de briques de Lego connectées. Je mettais des microcontrôleurs dans des briques de Lego avec des petites touches, et puis ces briques communiquaient de proche en proche, et au fur et à mesure qu'on construisait quelque chose dans Lego, on avait le modèle 3D qui était construit en même temps sur des Ok, ouais. C'était plutôt sympa. Et puis j'ai reçu l'appel d'un copain
qui m'a dit je suis embauché dans une école en Picardie, on y est bien, vas-y, t'aimes bien donner des cours, voilà. Et effectivement, quand j'étais en thèse, j'ai découvert un petit peu que j'avais un goût pour la pédagogie, que j'adorais donner des cours, et j'ai sauté sur l'occasion Transmettre tout ça. pour ça. Voilà. Ok, super. C'est chouette. Bon, bah, du coup, on a vu que tu avais pas mal eu de portes qui se sont ouvertes après ton diplôme d'ingénieur, après ton diplôme de doctorat. Pour toi, ça t'a donné quels atouts pour rentrer dans le monde du travail? Bah, en fait, moi, j'ai tendance à dire que le métier d'ingénieur, c'est le dernier métier, c'est le dernier titre, en France du moins, où une fois qu'on a le diplôme en poche, on peut encore choisir ce qu'on veut faire. Alors, j'illustre un petit peu mes propos. Alors, effectivement, quand on a un diplôme d'ingénieur, on est de toute façon opérationnel sur de vastes champs d'application en entreprise pour exercer le métier d'ingénieur en tant que tel. Malgré tout, on peut faire pas mal d'autres choses et c'est lié à cette diversité de compétences. Je sais pas si vous avez entendu parler sur vous étiez où fin 19e, hein, fin 19e, en fait, on parlait de ce qu'on appelait les esprits universels. C'était hérité un petit peu des Lumières et avant ça encore de la Renaissance. Hein, si on prend les auteurs de la Renaissance, fallait faire ses humanités. C'est-à-dire qu'il fallait aller, un peu comme dans Pantagruel, voilà, si vous avez lu, où Gargantua l'envoie faire ses humanités. C'est-à-dire aller apprendre un petit peu tout. Et ça a donné par la suite, il y a eu les Lumières, il y a eu Diderot, etc. Et ça a duré comme ça jusque fin 19e. Il y avait des gens comme ça qui étaient à la fois philosophes, à la fois mathématiciens, à la fois techniciens. Et on dit souvent que le dernier de cette lignée, ça a été Henri Poincaré, le dernier esprit universel du coup. Donc voilà, toute fin 19e, début 20e. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il était de formation? Il était ingénieur. Alors c'était assez rigolo parce qu'il était à la fois ingénieur de Polytechnique et des mines de Paris. Et c'est ça, c'était ce côté ingénieur généraliste. La personne était capable d'aller toucher un petit peu tout. Alors bien sûr, ça s'est resserré fortement. Il n'y a plus de philo en tant que tel dans les cursus d'ingénieur, sauf dans les classes préparatoires. On retrouve encore un peu de cours de philo. Mais voilà, on reste sur quelque chose d'assez vaste. Et donc là, c'était l'exemple un petit peu ancien. Maintenant, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus concret et actuel. J'ai un diplôme d'ingénieur en poche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un organisme, la commission des titres d'ingénieur, qui me reconnaît un certain nombre de compétences, de savoir-faire et de savoir-être qui parle aux gens et qui parle aussi sociétalement un peu dans l'imaginaire collectif, du moins en France. Parce que c'est encore en travail pour la reconnaissance à l'international. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon diplôme d'ingénieur en poche. J'ai envie de laisser de côté tout ce sur quoi on m'a formé de manière technique. Et c'est pas grave. J'ai envie de devenir, je sais pas, apiculteur, maraîcher bio. Je sais gérer un budget. Je sais monter un projet. Je sais gérer un stock. Je sais m'occuper d'une exploitation. Quand je vais voir un investisseur, quand je vais voir une banque, ils constatent que je suis ingénieur, ils savent que je sais faire un business plan. Donc du coup, j'inspire confiance aussi. Donc quelque part, le fait d'avoir le titre d'ingénieur, ça ouvre plus de portes qu'on pourrait se l'imaginer. Et ça ne nous cantonne pas au métier d'ingénieur. Bien sûr, la plupart vont exercer ce métier d'ingénieur, surtout dans les nouvelles technologies, sciences du numérique, parce que on est sur des secteurs en tension où il y a plus de demandes que d'offres. Donc c'est un marché en déséquilibre et en faveur des jeunes diplômés. Mais on peut tout à fait choisir de faire autre chose. Ok. Et pour toi, dans une entreprise, c'est quoi la valeur ajoutée d'un ingénieur? Alors, dans une entreprise, l'ingénieur, il va aller apporter un œil critique. Déjà. Il va être capable de contextualiser quand on lui confie une mission, d'observer les choses. L'ingénieur, encore une fois, contrairement au technicien, ce qui est pas du tout péjoratif pour l'un ou pour l'autre, c'est deux choses qui heureusement, si on mettait que des ingénieurs dans une entreprise, ils tourneraient pas. De la même façon, si on met que des techniciens dans une entreprise,
tournerait à condition que les choses soient hyper cadrées, mais il y aurait un manque quand même sur le côté innovation. Donc c'est deux choses qui se complètent bien, mais l'ingénieur, lui, quand on va lui apporter un problème, la première chose qu'il va faire, c'est d'avoir le réflexe de faire un pas en arrière. C'est cette fameuse prise de recul qui fait qu'on me demande de faire quelque chose. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais regarder le système que vous me demandez d'étudier, comment il interagit avec son environnement. Et pas uniquement à travers de l'énergie, de la mécanique, de l'électronique, etc. Mais aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, comment est-ce que le système qu'on me demande de développer va être accepté auprès de mes collaborateurs, auprès de mes clients, etc. Et c'est ce regard un petit peu holistique qui est le vrai plus pour l'entreprise. C'est aussi un gage, on parlait des qualités de l'ingénieur, c'est aussi un gage d'avoir finalement un collaborateur qui normalement est conscient de devoir véhiculer un certain nombre de qualités. La bienveillance notamment, parce que quand je suis ingénieur, alors la bienveillance, elle est à double tranchant, elle est toujours à mettre en lien avec l'exigence. Si je suis manager d'une équipe, que j'ai une exigence envers mes collaborateurs, et que eux-mêmes ont déjà il faut que je sois conscient que eux-mêmes ont une exigence envers moi, donc il faut que je sois exemplaire. Et en plus de ça, je n'ai pas le droit d'attendre de quelque chose si, de manière proportionnée à l'exigence que je demande, je ne fais pas preuve aussi de bienveillance. Il y a le respect. Tu vas regarder mes notes, parce que effectivement j'ai ma petite liste que je montre à mes étudiants, mais c'est toujours ce petit guideline qui est intéressant. Il faut pas oublier que ces qualités-là, elles sont toujours au service des 3 piliers dont on parlait tout à l'heure. Il y a la rigueur, il y a l'éthique. Alors l'ingénieur, et ça c'est pas toujours pour plaire aux entreprises, c'est pas que ça plaît pas toujours au patron. Tu penses qu'un ingénieur c'est un empêcheur de tourner en rond? Mais l'ingénieur peut être, en cas de besoin, un empêcheur de tourner en rond, c'est vrai. Notamment si je me rends compte que le projet qu'on me confie est en conflit avec certaines règles environnementales, par exemple. Donc là, c'est de mon devoir en tant que personne formée d'aller lever les signaux d'alerte auprès de mon employeur. Ça fait partie de mon éthique. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de pugnacité. C'est-à-dire qu'il a été, au cours de sa formation, confronté à des situations où il a appris à être démuni. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'on lui a mis un petit peu, on l'a jeté un peu dans la piscine à certains moments en lui disant bon maintenant apprends à nager. Alors on lui a mis toutes les cartes en main avant, il a eu toute la théorie sur comment on fait la brasse, mais il faut bien qu'il soit à l'eau à un moment. Donc voilà, il va montrer cette combativité et être en capacité de surpasser cet état de démunition. Et il vaut mieux apprendre à le faire en environnement contrôlé pendant ses études que directement en situation réelle. Un ingénieur, c'est quelqu'un aussi, et ça c'est très important, qui va être en capacité de faire preuve d'équanimité. C'est-à-dire que un ingénieur, je vous ai parlé du middle manager. Le middle manager, souvent, c'est quelqu'un qui va aller rendre des comptes à une hiérarchie supérieure qui, de temps en temps, va lui mettre la pression, disons les choses. Et malgré tout, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui va avoir le devoir, le middle manager a le devoir de ne pas faire rejaillir cette pression sur ses collaborateurs, car un ingénieur, un middle manager, c'est quelqu'un qui est aussi responsable de son équipe, dans le sens où il peut avoir un comportement qui peut être dommageable pour la santé de ses collaborateurs, notamment s'il fait pas attention. Et donc il y a un vrai travail là-dessus, de se dire j'ai passé une mauvaise journée, le grand patron m'a disputé, etc. Pour autant, quand je vais voir mon équipe, je suis souriant, il n'y a pas de raison que eux pâtissent de ça, parce que c'est pas comme ça que je vais me montrer moteur pour eux. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va être autonome. Et à chaque fois que je vous dis une qualité, c'est à chaque fois c'est dans une certaine mesure, parce que l'autonomie, c'est pas être capable de tout faire tout seul. Bon, sinon il serait jamais à travailler en équipe. Non, l'autonomie, c'est aussi être capable de dire attention chef, là tu me confies cette mission-là, soit il me faut tant de temps pour me former parce que c'est pas tout à fait dans mon champ de compétences, soit j'ai besoin d'aide, soit ok, j'y arrive tout seul. Une question de ressources, un peu. Oui,
c'est quelqu'un qui va être suffisamment transparent pour se connaître et se connaître lui-même, pour savoir quels sont les chantiers qu'il peut mener par lui-même, et donc enfin voilà, quand même avec un bon niveau d'autonomie normalement, et surtout savoir quand demander de l'aide. Être autonome, c'est surtout ne pas se cacher en disant oui je vais le faire, et puis arriver après la deadline disant bah non j'ai pas pu. Ça c'est la situation la plus catastrophique. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui fait preuve d'honnêteté scientifique. Oui, bah, c'est Donc hyper ça, important. ça fait même partie, on en parlera peut-être après, au-delà de ses missions dans l'entreprise. L'ingénieur, il a une mission sociétale et cette honnêteté scientifique en fait partie. C'est quelqu'un aussi, puis je m'arrêterai là, ma liste elle est un peu plus longue, mais je vois que je monopolise un peu la parole. L'ingénieur, il fait surtout preuve de curiosité, ça fait partie des clichés, mais c'est vrai, c'est important. Bien sûr. Je rebondis. Tout à l'heure, tu as parlé d'éthique. Oui. Pour toi, est-ce que l'ingénieur, il a vraiment cette éthique-là, ou est-ce qu'il a besoin de fermer les yeux sur l'éthique pour aller plus loin dans ses démarches, dans ses recherches, etc. C'est osé comme question, mais pourquoi pas? Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on met l'éthique de côté à certains moments, c'est ça? Ouais, non, mais c'est une vraie question, ça m'intéresse. Il y en a sûrement qui en le fait, font, oui. voilà, l'ingénieur, ça c'est le conseil que je donne à tous mes étudiants. Dans le fait de choisir de côté. non, non, à l'inverse. Le conseil que je donne à mes étudiants, c'est de choisir un travail qui est en accord avec leurs valeurs. C'est quand même une chance pour le métier d'ingénieur, surtout dans le numérique aujourd'hui, de se dire, dans notre contexte actuel, j'ai quand même un titre qui me permet d'aller choisir ce que je vais faire. D'accord. Et donc le fait de choisir qu'on veut faire nous permet aussi d'aller, et puis en plus on est formé à le faire, à se renseigner sur les différentes entreprises, et nous permet d'aller choisir l'entreprise avec qui je vais collaborer, pour qui je vais travailler, pour trouver justement un environnement qui corresponde à nos valeurs, pour ne pas avoir à faire, si jamais on est en poste d'ingénieur et qu'on est dans cette situation de dilemme en fait, de se dire je dois mettre mon éthique de côté sur des considérations, je sais pas, environnementales, sociétales, etc. T'es pas vraiment ingénieur. Dans ce cas, non, c'est une situation qui peut arriver, mais dans ce cas-là, on est sur un dilemme un petit peu cornélien, où en fonction de la situation de chacun, en fonction du marché de l'emploi, etc. Il faut, je pense, être capable au moins de se poser des questions un petit peu radicales, de se dire est-ce que moi je suis prêt à me compromettre, ou est-ce que finalement il faut pas que je trouve une autre entreprise qui me demandera pas de faire ce genre de choses. Tu viens de nous parler d'éthique, Vincent. D'après toi, c'est quoi les grands défis qui attendent l'ingénieur de demain, type IA, environnement, santé? Alors oui, on peut parler de cela. L'IA, effectivement, on est en train de vivre une rupture technologique à peu près du même ordre en termes d'impact sociétal que la machine à vapeur. Donc oui, sur le déploiement massif de l'IA, on est sur un gros défi. Sur l'utilisation des outils d'ingénierie pour la santé, effectivement, on est sur des défis aussi vraiment passionnants. L'environnement, on n'a jamais atteint, et ça c'est autant exaltant qu'effrayant. On n'a jamais... Terriblement effrayant. On n'a jamais autant approché les limites planétaires, et donc là on est dans une situation extrêmement critique pour déployer des outils. Alors est-ce que on sait bien que ça passera pas unique, la solution ne pourra pas passer uniquement par de la technologie et ce que pourront mettre en œuvre des ingénieurs. Il faut certainement pas avoir cet état d'esprit. Mais moi je parlerais plutôt d'un autre grand défi. Qui est en fait le défi auquel doivent se confronter toutes les personnes qui ont une formation scientifique en général. Donc au premier rang desquels les ingénieurs, les chercheurs. C'est un devoir en fait, je pense, un devoir moral à partir du moment où on a reçu une formation scientifique, de résister et de contribuer à une forme de résistance face à une espèce d'obscurantisme, une espèce de dénégation de ce qu'est la science, qui est de plus en plus présent dans la société,
Et aujourd'hui, on a la connaissance scientifique, la science, la démarche scientifique qui sont un petit peu en état de siège face à ces attaques, à ces remises en question incessantes, toujours mal fondées. Souvent, on va aller tout mélanger, dire: «Oui, mais dans la science, on nous dit qu'on a le droit de douter, de remettre en question des choses, donc je me permets, moi, de remettre tout en question». Donc effectivement, aujourd'hui, on est face à cet état de siège subi, par, la démarche scientifique et qui Je trouve ça te fort comme terme, état de oui, siège. mais c'est fort parce que ça impacte de plus en plus nos sociétés, à la fois politiquement ou dans des matières de santé publique. OK. Effectivement, il y a une dizaine d'années, des théories un peu farfelues, nous faisaient doucement sourire. Bon, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, ça nous faisait rigoler. Puis petit à petit, ça a été bon, il y a des gens qui pensent que, il faut pas se vacciner. OK, ça commence déjà à avoir un petit enjeu, mais tant que c'est une petite minorité de personnes qui pensent ça, bon, il y a pas tellement d'enjeux. Mais à partir du moment où ce phénomène-là, ça se massifie, où la remise en question devient systématique, on est en train de briser un petit peu, ce pourquoi se bat la science. Il faut pas oublier que ce pourquoi se bat la science, la valeur fondamentale, de la science, c'est la vérité. La notion de vérité est elle-même en danger. Et ça, c'est quelque chose d'absolument dramatique qu'on traverse et contre quoi il faut vraiment se battre. Faut pas oublier que la science, c'est pas une croyance, c'est un corpus de connaissances acquis selon une démarche qui atteste de la véracité de certaines informations dans un cadre axiomatique, certes, mais qui est quand même largement fiable. OK. Ouais, c'est super intéressant vu comme ça. Si tu devais donner un conseil à un étudiant qui veut faire des études d'ingénierie, ce serait quoi? Ou une étudiante? Est-ce que j'ai le droit d'en dire plusieurs? Tu as le droit d'en dire plusieurs, merci. C'est bien parce que c'est toi. Non, bon, j'ai déjà disséminé quelques conseils dans Mmh le début de notre entretien. Si je dois m'adresser à un étudiant qui va démarrer des études, je lui dirais: «Bon, t'es en train d'investir pour ton avenir. Tu as 5 années devant toi, si t'es à niveau bac, qui vont être des années assez intenses». C'est clair. Les études d'ingénieur, c'est pas un parcours de santé. Si c'était un parcours de santé, bon, peut-être qu'il y aurait pas aussi le prestige associé à ça. Quoique c'est tout à fait relatif aujourd'hui, cette notion de prestige. Et c'est en aucun cas quelque chose qui doit être recherché quand on veut faire des études d'ingénieur. Ça doit pas être quelque chose de motivant, ça. En revanche, les choses qui sont motivantes, c'est qu'au fur et à mesure de ces études, on va subir 2 métamorphoses intéressantes. D'abord, on se transforme de lycéen en étudiant, puis on se transforme d'étudiant en ingénieur. C'est 2 métamorphoses assez fortes, qui restructurent vraiment la façon dont on pense, qui restructurent un petit peu la façon dont on est aussi. C'est pas du lavage de cerveau, mais à l'issue des 5 années, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, qu'on se dit: «Tiens, en fait, comment j'étais, il y a 5 ans de ça?» On se reconnaît plus. Mais on en tire, une grande fierté, en fait. Et cette fierté, c'est notre élément moteur, qui va aller petit à petit nous structurer aussi. C'est-à-dire que, je vous ai parlé de la pugnacité tout à l'heure. L'ingénieur, c'est l'étudiant qui apprend à surpasser cet état de démunition. Quand on surpasse un état de démunition, que petit à petit, on se sent muni des outils nécessaires pour réussir, on arrive à surpasser des choses, on arrive à les prendre en main et soi-même à avoir des petites victoires. Petit à petit, c'est des petites victoires, après ça devient une grande victoire. Petit à petit, on a ces petits éléments de fierté qui nous font nous dire: mais ça, maintenant j'y arrive. Là, j'ai progressé». Et petit à petit, ça se transforme en un déclic qui nous permet aussi de nous dire: «Ah, j'y suis presque, allez, je reste encore un petit peu et j'y arrive». Et à partir du moment où on entre un petit peu dans cet état d'esprit, là, on est en train de transformer quelque chose qu'on pourrait encore voir de manière très scolaire, un petit peu comme une contrainte, on est en train de le transformer en passion. Et c'est super important pour un ingénieur de réussir à à se passionner pour des choses. C'est pour ça que la curiosité est super importante. La curiosité, c'est aussi la capacité à se passionner pour les choses. Ça, c'était le premier conseil, vraiment de se dire qu'on a cet investissement, mais que cet investissement va se faire
de manière stricte un petit peu, cadrée, Ouais. avec un besoin de rigueur, mais qui permet un épanouissement. C'est dans ce cadre qu'on s'épanouit. Et cet épanouissement fait que les études d'ingénieur, même si c'est intense, on passe normalement de très belles années. Et voilà, moi, si je pouvais signer à nouveau pour suivre des études, je signerais tout de suite. C'est chouette. Mais bon, j'ai plus l'âge. Mais non, Il y a voyons. pas Et d'âge. puis, c'est quand même pas mal de pouvoir avoir un salaire et puis de pouvoir vivre de son travail. T'es encore passionné, toi? Oui, bien sûr. Ouais. Heureusement, le jour où je perds la passion, je pense que je m'arrêterai. J'aurais plus de raison de faire mon métier. Mais j'ai une passion qui est double. Enfin, j'ai la chance de pouvoir former des ingénieurs. Ouais. Donc moi, j'ai allié le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que j'ai la passion pour la science qui est là, qui est présente, qui est motivante. Et puis j'ai cette passion qui est encore plus extraordinaire, qui est d'aller accompagner les jeunes, d'aller les guider, d'aller chercher à trouver le meilleur angle d'attaque pour les faire progresser. Et ça, ça nourrit à la fois une passion, et puis derrière cette passion-là, il y a une forme d'orgueil que qu'elle soit juste ou pas, je sais pas, mais en tout cas, elle est présente, faut vivre un petit peu avec, qui est de se dire, quand je revois un ancien étudiant qui est devenu une belle personne, qui est épanoui dans son travail, tout ça, c'est de se dire, peut-être à tort, je sais pas, mais d'avoir à se dire, allez, peut-être pour un millième des choses, peut-être que j'y suis un peu pour quelque chose. Et ça, c'est cet orgueil beau. aussi qui est là et qui est moteur, mine de rien. Ça, c'est passion. ce conseil-là. J'ai un autre conseil à donner aux étudiants. On dit souvent aux jeunes, faut que vous fassiez vos propres expériences, faut que vous appreniez de vos erreurs, etc. Je vais prendre un petit peu le contrepoint. C'est pas une contradiction avec ça. C'est vraiment quelque chose qui est avec. C'est si on vous dit ça, c'est aussi parce que la manière la principale d'apprendre, c'est finalement d'apprendre des erreurs des autres. Vous apprenez de démarches scientifiques qui ont été menées par d'autres, d'expériences et de vécus que d'autres gens vont vous apporter. Et c'est beaucoup plus confortable d'apprendre des erreurs des autres que de les subir soi-même. Mais il faut capitaliser aussi sur ces expériences-là. Profitez de vos études, parce que quand vous serez en environnement professionnel, vous serez qu'avec des gens qui sont dans le même secteur d'activité que vous. Fatalement, votre monde va se rétrécir un petit peu. Et quand vous êtes dans une école d'ingénieur, vous êtes souvent on vous met en interaction avec le secteur industriel autour, on vous fait parler, vous êtes à des industriels autour, les intervenants que vous avez sont soit des enseignants-chercheurs, soit des industriels, soit des gens dans les laboratoires qui amènent une expérience très très riche, et aller au-delà de la matière qu'ils sont venus vous enseigner, aller discuter avec eux, aller apprendre d'eux, c'est super important, et ça vous évite de les faire vous-même, les erreurs, c'est encore mieux. Ok. Et toi, Vincent, la dernière question, c'est si t'étais pas devenu ingénieur / docteur, t'aurais fait quoi? Et tu peux pas me dire ni apiculteur ni maraîcher. Encore une fois, il faut bien faire le distinguo. Aujourd'hui, moi, je suis ingénieur de titre, mais mon métier n'est pas d'être ingénieur. Je suis enseignant en école d'ingénieur. Donc si j'avais pas fait ces études-là, moi je pense que j'aurais choisi de faire des études de philosophie. Si je me replonge un petit peu de comment j'étais au lycée, etc., je pense que le Vincent de l'époque aurait fait ce choix-là en second choix. Ok. Eh ben merci beaucoup Vincent pour cet échange. Le mot de la fin peut-être, est-ce que un dernier conseil Le dernier conseil de la besace de Tonton Tranchant. Le dernier conseil de Tonton Tranchant. Oui, alors il faut bien le choisir celui-là. Vous allez, si vous vous lancez dans des études d'ingénieur, vous allez entrer dans un environnement où vous allez aussi construire votre vie extra-professionnelle. Vous allez le faire dans un environnement où souvent il y a une vie associative assez nourrie, où vous allez vous forger aussi petit à petit une culture qui peut être une culture de sensibilité sociétale, une sensibilité politique, et c'est super important de pas négliger ça. C'est vrai qu'il y a plein de clubs dans les écoles. Oui, et alors c'est pas le seul, mais c'est un moyen d'expression assez extraordinaire pour mettre en œuvre aussi pas mal de choses qui font partie de la formation, mais qui vont au-delà. Et surtout, et c'est vraiment énorme, c'est un gros vecteur d'existence et donc de joie. Génial.
Bah, merci Vincent. Merci beaucoup. Ouais, C'était c'était très chouette, c'était chouette d'avoir ton expérience sur la question de l'ingénieur. Je vous en prie. Électron libre by Ezeo, disponible sur toutes les plateformes et en replay sur radiocampusangers.com.